Nous sommes le 4 juillet, bienvenue pour le 7-8 L'Actu. Voici un résumé des principales informations que nous allons traiter aujourd'hui. À 10h, ce vendredi, les résultats du bac 2014 sont tombés. Réaction à l'annonce du verdict pour les candidats yvelinois. Comme chaque année, des sourires, des pleurs et pour certains, il faudra se replonger dans les révisions en vue du rattrapage. La compagnie pionnière de danse hip-hop Black Blamber fête ses 30 ans. Un spectacle événement est en préparation pour novembre. Retour sur l'histoire des B3 avec Jean Djemad, son fondateur, qui est l'invité de cette édition. Et comme chaque fin de semaine, nous verrons aussi l'essentiel de ce qui s'est passé sur notre secteur des Yvelines depuis lundi. Du Solar Décathlon à Versailles, à l'Open de golf à Saint-Quentin en Yvelines. Et puis également le verdict dans l'affaire Kiri, cet homme qui s'était opposé au contrôle de sa femme voilée à Trappes l'an dernier. Les cours sont terminés depuis 16h, début officiel des vacances. Élèves, collégiens, lycéens vont donc pouvoir profiter pleinement du match de la France face à l'Allemagne dans le cadre du mondial. Et puis nous sommes allés nous rencontrer les plus jeunes pour leur demander ce qu'ils avaient prévu après le match. Que vont-ils faire de leurs vacances? C'est notre question du jour en micro-trottoir. Je vais aller en Angleterre avec une colonie et je vais aller avec un copain à la plage. Après on ira en vacances avec ma famille mais on ne sait pas encore où. Je vais partir chez ma tante Isabelle. Je vais aller aux France Aquathlon et je vais aller chez mes grands-parents à l'île de Léon. De la piscine, des choses qui sont la peinture, des choses qui sont bien. On va aller en Espagne, on va aller à la plage, à la piscine et puis on va faire plein de choses amusantes. Les vacances, je vais aller au Sénégal, après que 2 semaines et après je vais aller à la piscine, à la plage et tout ça. Je veux y aller en Tunisie, je veux jouer au baby-foot, je veux y aller à la plage. Malgré la bonne humeur aujourd'hui, c'est une autre réalité que vient pointer une étude de l'INSEE. 14% des enseignants de moins de 30 ans déclarent avoir été menacés ou insultés dans l'exercice de leur profession. Le directeur de l'Académie des Yvelines était l'invité du 7-8 L'Actu hier jeudi. Nous lui avons demandé sa réaction. Écoutez. C'est une vraie préoccupation déjà, il faut le dire. Là, on a quelque chose d'un peu scientifique qui nous donne un miroir. Moi, au quotidien, je peux dire que augmente chaque année les situations particulières où les agressions sont là, le ton monte. Que ce soit relatif d'ailleurs aux services rendus, donc là ça ne concerne pas enseignants, ou relatif à des situations d'élèves pour lesquelles il y a des accords. Malheureusement, les signes de préoccupation sont sur le primaire. C'est là que je vois le plus d'augmentation. Alors les réponses, il faut absolument épauler les enseignants en termes de formation, parce qu'il faut savoir réagir. Il faut savoir, par exemple, piloter des réunions de manière nouvelle, voir fréquemment les parents. Et puis, il faut qu'on ait de la communication plus importante vers les parents. C'est quand on est plus clair depuis l'institution scolaire envers les parents et de façon régulière qu'on évite des crispations qui sont le plus souvent le résultat de malentendus qui sont installés. Mais forcément, à vouloir aussi, on en revient à la réforme, à vouloir tout changer les rythmes, changer les programmes, supprimer ou non les notes. Ça crée des tensions aussi, des parents qui sont peut-être quelquefois un peu perdus, et du coup l'enseignant est en première ligne. Vu en négatif, ça peut être le propos, mais en renversant la perspective, ça donne justement les occasions de se recomposer ensemble sur des sujets qui sont importants pour tout le monde. Parce que nous sommes les adultes, on est en train de parler des enfants qui apprennent. Donc il faut susciter les lieux de débat et de dialogue. Cette étude a été publiée jeudi et vendredi. Une enseignante a été poignardée à mort par une mère d'élève. C'est à Albi. Benoît Hamon, ministre de l'Éducation, député sur la circonscription des Yvelines, la 11e, a déclaré que ce drame confirmait la nécessité de lutter contre les violences dans et autour de l'école. 30 bougies, tout autre sujet pour Black Blamber, la compagnie pionnière en danse hip-hop qui a vu le jour à Saint-Quentin en Yvelines, va fêter ça comme il se doit. Le fondateur des B3 est l'invité de ce journal, de cette édition. Dans un instant, nous échangerons avec Jean Djemad. Bienvenue en plateau. Bonjour Wilfried. Pour l'instant, extrait d'un spectacle qui date de 2011, chronique du périmètre pour se mettre dans l'ambiance.
Et on va échanger donc sur ces 30 ans, sur cet anniversaire avec Jean Djemad. Vous êtes l'un des fondateurs. Absolument. Il faut aussi mentionner, elle n'est pas là ce soir. Mais je voulais rectifier tout de suite. Voilà. Christine Coudin, absolument. On a vu l'un des extraits des spectacles proposés par la troupe. Il était question de guerre des clans dans ce spectacle, d'opposition entre des jeunes, des vigiles, des limites aussi qu'impose la société. Et ça a toujours été la volonté de Black Blamber, c'est d'avoir un message derrière la danse. On ne danse pas juste pour s'amuser, il y a un message, quelquefois grave, sérieux en tout cas. Oui, le terme message est peut-être pas le mieux choisi, mais en tout cas, il y a une réflexion. Il y a quelque chose qui dépasse la simple anecdote ou la simple farce qui est présentée sur le plateau. Effectivement, dans cette pièce, c'est la question de l'usage de l'espace public, au-delà même d'y pratiquer de la danse. Comment se fait-il qu'il y a de moins en moins d'espaces publics et d'espaces partagés aussi par le public? Voilà, c'est le thème central. Et il y a toujours dans chacune des pièces, des spectacles, cette volonté de réflexion et pas de message. J'ai bien entendu. Oui, on vous a souvent demandé de revenir sur ce plateau, mais aussi sur d'autres plateaux télé, sur la création de Black Blamber. Alors on ne va pas retracer tout l'historique, mais on peut quand même repréciser que rien ne prédestinait à la naissance de cette troupe. Karatéka médecin qui rencontre une chorégraphe licenciée en histoire. C'est plutôt improbable, ça a marché. Pourquoi ? La rencontre était déjà improbable, peut-être. Ça a marché parce que Ville Nouvelle. Ça a marché parce qu'un élan formidable, orchestré par l'État, pour que ce soit une vraie ville qui advienne derrière tous ces murs qu'on avait fait monter si rapidement. C'est arrivé parce que les élus, les habitants, les artistes implantés, il y avait le Théâtre de l'Unité, tout ça ne peut pas arriver s'il n'y a pas d'artistes permanents, parce qu'il y a eu toutes ces personnes-là, et puis il y a eu cette alchimie autour du Théâtre de l'Unité. Je pense que le Théâtre de l'Unité a été vraiment l'élément, les personnalités qui ont fécondé cette sorte de capacité à la joie, cette sorte de capacité à croire dans le désir de pouvoir produire nous-mêmes notre propre récit. 30 ans de Black Blamber, forcément il y aura des représentations, un spectacle qui va se préparer pour l'occasion, ce sera en novembre, on va y venir. Auparavant, votre premier souvenir avec la troupe? Le moment où vous vous êtes dit peut-être aussi, oh, c'est bon, ça va marcher, ça marche, c'est ça que je voulais, ça marche. Oh, c'est difficile ça, parce que c'est une construction progressive. La première fois qu'on s'est montré avec le nom de Black Blamber, c'était au Parc Étang. Le directeur de l'époque, je m'en veux de ne pas me souvenir de son nom, mais je me rappelle bien de la personnalité, m'avait dit, tu vas voir, ça va vous porter chance. Et on s'était produit sur un plateau, pas loin du restaurant des Bernaches. Et pas grand monde, il y avait une centaine de personnes, nos amis et tout. Et il est probable qu'à ce moment-là, je me suis rendu compte que c'était quelque chose. Dire que ça allait marcher, je ne sais pas. C'était tous les matins qu'il fallait se reposer. Quelque chose aussi. Alors ça enfin à ce moment-là, non, on se dit pas des trucs pareils. Peut-être qu'après la première représentation du parking, je me suis dit oui, là il y a le potentiel d'une vraie troupe, et le fait d'avoir réussi déjà à fabriquer quelque chose, partir, revenir chez nous, fabriquer quelque chose, je savais déjà que ça allait servir à faire réfléchir d'autres, éventuellement d'exemples ou de stimulants, mais pas au moment où on le faisait. Alors, cette représentation du parking, c'était le 15-16 septembre, la toute première représentation, premier spectacle, il y a 30 ans. On va regarder un nouvel extrait, c'est forcément beaucoup plus récent, un extrait de Paradoxe, puisque ce spectacle est toujours en construction. Il y aura une restitution, une présentation au public, ce sera à la fin de l'année, en décembre 2014. De tout cela, on va en parler. Voici un extrait. De Paradoxe, c'est un spectacle un peu à part dans la compagnie, puisque la compagnie propose des créations, mais propose aussi de la formation. Là, ce sont des apprentis danseurs. Voilà, ça c'est dans le contexte de la transmission et dans la manière, sans doute originale, puisque la compagnie s'est créée de cette façon-là. Paradoxe, c'est un peu le spectacle école des B3 juniors. Alors pour le coup, on leur a donné ce nom-là parce que c'est des jeunes de Trappes et de Saint-Quentin-en-Yvelines, voilà. Mais des processus de cet ordre, on en a fait pendant 30 ans. Et les danseurs de ces 15 dernières années
sont des danseurs issus de processus similaires que nous avons fait à Clermont-Ferrand, à Chelles, à Bolène, enfin un peu partout en France et même en Europe. Donc voilà, mais ça c'est les juniors de Trappes Saint-Quentin-en-Yvelines. Pour nous, c'est quand même assez particulier et c'était important pour nous de les inclure dans ce parcours des 30 ans parce que voilà, la vie c'est une boucle et quand une chose se termine, d'autres commencent. Et pour eux aussi, comme pour leurs aînés, dans les spectacles, il y a une réflexion, cette fois-ci sur l'opposition riche-pauvre, ce que signifie la réussite. Là aussi, l'aventure du spectacle école, c'est l'aventure de qu'est-ce que c'est que de fabriquer un spectacle, en quoi ça consiste. Alors, c'est certainement d'avoir de la technique, mais c'est aussi de réfléchir. Comment on va écrire quelque chose avec de la danse, puisque le produit final, c'est pas des choses qu'on dit, c'est des choses qu'on voit. Et puis, c'est de se dire, est-ce qu'on a quelque chose à raconter? Parce que si tous les gens qui font des spectacles n'ont pas forcément quelque chose à dire, et parfois, il faut prendre le temps. Alors, au début, ils sont arrivés avec le thème, c'était un peu la vengeance des pauvres, la revanche des pauvres. Et puis, on l'a mis à distance, on l'a mis en réflexion. Et nous avons ensemble... nous sommes arrivés au sujet du paradoxe de la richesse. Qu'est-ce qu'être riche en fin de compte? Et voilà, c'est ce sujet qui sera présenté le 17 décembre à la Meurise. 17 décembre à la Meurise et ça fait partie des événements organisés autour de ces 30 ans. Et le spectacle des 30 ans, celui-ci ce sera 21-22 novembre à 20h30. Et à quoi ça va ressembler? Je ne l'ai pas précisé, ce sera au Prisme à Elancourt. Absolument, au Prisme d'Elancourt, anciennement Maison pour tous, où est née la compagnie. Donc ça a du sens pour nous d'être là évidemment à cette époque-là. C'est le 21 et 22 novembre. Là je lance un appel à tous nos amis, à notre public, à toutes les familles, à tous les gens qui ont participé de près ou de loin à ce récit pour être au rendez-vous, parce que je pense qu'au-delà de notre anniversaire, c'est une manière de dire l'importance du récit local quand il est fabriqué par les habitants. Donc rendez-vous, hein, entendez-moi bien. Et ce spectacle s'appelle Travelling. Il a pour vocation de repasser au travers du répertoire que Christine a mis en place depuis, 1990. Et de tenir un nouveau propos, ou peut-être un propos nouveau, en tout cas quelque chose qui ne soit pas nostalgique et j'espère pas chiant. Voilà. Donc, le but ce sera de s'amuser, vous pouvez vous impliquer si vous le souhaitez et puis parcourir le site internet qui a été mis en place à cette occasion, b3-les30ans.fr. Là c'est intéressant parce que pour ceux qui me connaissent moins, on va découvrir toute l'histoire. Et vous l'avez fait sous forme de publication, ça va être alimenté régulièrement jusqu'à la fin de l'année. Il y a des gens qui vont réaliser qu'on ne se les ait pas mis pendant 30 ans. Et il y a des documents, on voit des photos, il y a des vidéos aussi qui sont publiées, des archives. L'idée c'est de montrer toute cette richesse. Absolument. Et là je lance un autre appel à tous les gens qui pourraient avoir aussi des éléments de cette histoire, ou même des transversales, des anecdotes qui se sont produites, parce que cette histoire est tellement immense que personne ne peut prétendre en faire le contour, c'est une sorte de mythe. Mais ce qui est intéressant, c'est de passer à travers les anecdotes, les transversales de ce mythe, les petites histoires, celles de coulisses, etc. Et nous allons essayer de réunir dans un temps fort que pour le moment nous essayons de produire après le spectacle, donc qui serait une sorte d'after, soit le 21-22, soit le 17, mais ça je vous le dirai lorsque nous nous retrouverons au mois de septembre, on aura l'occasion d'en reparler, en cours de bien sûr. construction, mais nous essayons de construire un temps fort autour des anciens, autour de tous les artistes et toutes les personnalités, et pas simplement artistes, qui ont participé à ce récit, de telle sorte à faire apparaître, oui c'est ça, quelques transversales pour passer un bon moment autour de cette histoire. Voilà. Date à retenir, 21-22 novembre au Prisme à Elancourt, le spectacle pour les 30 ans. Le 17 décembre, là c'est à la Meurise, à Trappes, pour découvrir le travail des juniors avec cette pièce qui est créée, qui est toujours en création, Paradoxe. Et puis, il y aura encore d'autres événements, mais vous aurez l'occasion de revenir pour en parler. Absolument. Une toute dernière question qui n'a rien à voir avec l'anniversaire de la compagnie. Black Blamber, c'est un slogan qui a aussi collé à l'équipe de France de football en 98. Vous en pensez quoi? C'était une bonne idée? D'abord, j'étais super fier, puisque c'est moi qui ai créé ce nom Vous et aviez qui l'ai mis déposé. un label dessus. On l'avait déposé, on nous l'a repiqué, on l'a retrouvé. Enfin bon, ça c'est. On peut passer une émission à se raconter ça. Sur le droit et la propriété intellectuelle, c'est intéressant d'ailleurs. Non mais même c'est intéressant parce que c'est une minorité, c'est les Black Blambers gays qui sont emparés du nom un jour où moi je ne savais pas qu'il fallait le renouveler tous les 10 ans. Donc voilà. Mais si un jour, si vous voulez, je vous raconterai cette histoire. Non mais c'est pas grave d'ailleurs parce que nous on leur a dit précisez que vous êtes gay, c'est tout, pour qu'ils confondent pas avec une compagnie qui elle a pour objet de faire de la danse. Voilà. Donc
sur cette histoire-là, il n'y a pas grand-chose à dire. Et sur la réalité de Black Blamber, et peut-être pour revenir aussi à Sur le l'actualité, foot, voilà. et puis pour revenir aussi à la réalité du Bah moment, oui, il y a bah ce oui, match ben voilà, France-Allemagne, Black Blamber, c'est une D'abord, on réalité. était très fiers, et ensuite... C'est une réalité aujourd'hui, ça existe, Alors, Black voilà, Blamber. mais je vais essayer j'arrive pas à le faire court, mais je Allez. voudrais dire un truc là-dessus. Je voudrais dire que c'est une bonne chose que le temps d'une Coupe du Monde, on puisse avoir un commun et un désir commun qui nous permettent de faire un peuple de gens qui se parlent, qui se sourient, qui se racontent des choses. Voilà. Et pour moi, l'intérêt de la Coupe du Monde, c'est ça. Donc, je forme le vœu que l'équipe de France, évidemment, aille le plus loin possible et que cette notion, le terme de Black Blamber, c'est un bon signe d'ailleurs. Si le terme de Black Blamber remonte, ça veut dire qu'on a passé les quarts de finale. Et pour nous, évidemment, c'est un retour formidable. Et pour ceux qui nous suivent vendredi à 18h ou à 19h pour la rediffusion, bien sûr, hein, bon courage aux Bleus. Et puis pour ceux qui verront la rediffusion de ce journal, forcément vous aurez déjà le verdict de ce cruel match. Vous saurez tout. Merci beaucoup, Merci, Jean-Djemal. Wilfried. On revient à l'actualité du jour, l'actualité du vendredi. Soulagement ou déception, pas de demi-mesure, en tout cas à 10h ce vendredi matin pour les candidats au baccalauréat. Ils ont découvert leurs résultats. Pour certains, le début du rattrapage. Voici quelques réactions, et notamment celle de Colline au lycée Hoche à Versailles que nous avons suivie pendant toutes ces épreuves. Mathilde Capberne. Normalement, je suis censée l'avoir. Après, j'espère que je l'aurai en effet, mais ça devrait aller, je pense. Ce vendredi matin, Colline et les 17 000 candidats du baccalauréat ont attendu patiemment devant les grilles du lycée. Alors que les portes s'ouvrent, le pas se presse vers les résultats et les premières exclamations de joie se font entendre. Oui, assez bien. Mention assez bien, je suis trop content. Je pensais vraiment pas l'avoir pour le coup. Oui, mention très bien. Ouais. Je l'ai eu avec mention assez bien. Ouais. Sympa, bien. Oui, non, je me sens bien. Verdict pour Colline, elle a eu son bac avec mention assez bien. Entre embrassades et 2-3 larmes, les yeux rivés sur leur téléphone portable, Colline et ses camarades doivent rassurer leur famille. Il faut que j'appelle ma grand-mère après. Certains n'ont pas trouvé leur nom sur les listes. Ils passent au rattrapage dès lundi. Le choix des matières est donc important. Le choix des matières est très simple. Il faut prendre des matières où la note est la plus médiocre, pour avoir un différentiel de points maximum. Donc on est là pour les aider, mais le choix en fait est très très simple. Une fois l'excitation retombée, les bacheliers vont chercher leurs notes. Les résultats sont parfois étonnants. Alors, en philo, 9. Le bac en poche, les bacheliers peuvent maintenant se détendre et penser aux études supérieures. Colline préparera dès septembre une licence en administration économique et sociale à l'université Versailles-Saint-Quentin. Ça y est, c'est fait. Ça y est, c'est fait. Ouais, je suis contente d'avoir les résultats, je suis contente d'avoir mes notes. Je suis un peu déçue en histoire, mais sinon je suis plutôt contente dans l'ensemble, donc ça va. Moi j'ai été prise à Saint-Quentin, à ES, donc c'était mon premier vœu, donc je suis contente. Après, je crois que tout ce qui est inscription, ça se fait sur Internet, donc ça c'est vite fait. Et après, vacances, je pars dès dimanche, donc après je serai pratiquement pas là des vacances, donc c'est cool. Cette année, le lycée Hoche maintient ses 99% de réussite. Sur 400 élèves, seulement 5 vont au rattrapage. 150 élèves ont reçu la mention très bien. Nous poursuivons ce journal avec l'essentiel de la semaine, comme chaque vendredi, et le verdict dans l'affaire. Michael Kiri, l'homme qui s'était opposé au contrôle d'identité de sa femme, portant le voile intégral, il écope de 3 mois de prison avec sursis, assorti de 1 000 € d'amende. Anthony Reich était mardi après-midi à la cour d'appel de Versailles. Sa peine a finalement été confirmée. Comme en première instance, Michael Kiri a été condamné à 3 mois de prison avec sursis par la cour d'appel de Versailles. Le jeune homme, converti à l'islam à 16 ans, s'était violemment interposé au contrôle d'identité de sa femme, Cassandra Belin, portant le niqab en juillet 2013 à Trappes. Conforme aux réquisitions du parquet, cette condamnation est assortie d'une amende de 1 000 €, auquel s'ajoutent désormais 150 € que devra verser Michael Kiri aux 3 policiers ayant effectué ce contrôle d'identité. Cette décision intervient quelques heures après un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme de Strasbourg, jugeant légitime l'interdiction de voile intégral en France, validant ainsi la loi du 11 octobre 2010. L'épouse de Michael Kiri, Cassandra Belin, condamnée elle à 1 mois de prison avec sursis pour avoir insulté ses policiers pendant le contrôle, sera rejugée le 22 octobre. Pour rappel, en juillet 2013, ce contrôle avait entraîné de violents affrontements entre forces de l'ordre et jeunes dans la ville.
Le Solar Décathlon, compétition internationale autour de la maison de demain, se poursuit à Versailles. Les réalisations des étudiants ingénieurs prennent forme sous les yeux du jury. Olivier Maniscalco a suivi notamment les compétiteurs suisses. 4e jour de compétition pour le Solar Décathlon de Versailles. Après avoir monté leur maison solaire, les équipes sont désormais évaluées par un jury de spécialistes. 3 critères ont déjà été jugés: bilan énergétique, confort des maisons et communication autour du projet. Une communication que l'équipe suisse, originaire de Lucerne, soigne auprès du public en proposant par exemple des parasols gratuits aux visiteurs. Il faut dire que leur projet LUC est basé sur le partage. 3 pièces composent la maison solaire, une privée avec chambre et salle d'eau, une autre semi-privée avec cuisine et une dernière où tout le monde peut se rendre. C'est ensuite grâce à une application sur smartphone et tablette que le tout sera agencé. Le but de l'équipe, mieux utiliser l'espace urbain de plus en plus restreint. Notre concept, c'est de partager les choses qu'on possède, de partager la place où on habite. Ça vient de l'histoire, alors on a le concept de partager dans les paysans qui habitent ensemble, qui travaillent ensemble. Ça s'appelle Genossenschaft, je ne sais pas le mot en français, mais on a transformé ce modèle et on l'utilise pour nous, oui. Si pour l'ensemble des équipes, les 10 jours de montage ont été suffisants pour proposer une maison apte à la compétition, la team parisienne Livlib, elle, n'a toujours pas terminé son chantier. Être bâtisseur, ça ne s'improvise pas, surtout sans professionnels pour encadrer le montage. C'est un projet vraiment difficile, donc il fallait gérer toutes les inclinations des portiques qu'elles forment à la verrière. Et donc c'est toujours à contrôler, ce sont plusieurs choses à contrôler. On a décalé de plus en plus. Il fallait avoir un peu plus de temps, ça c'est sûr. Parce que pour un projet de cette dimension-là, aussi avec la difficulté de la structure qu'on a, c'est vraiment pas beaucoup, 10 jours. Si Livlib est malheureusement déjà hors course pour une victoire au Solar 2014, la France peut encore compter sur un autre projet tricolore. Pour l'instant 5e au classement, les Nantais de Filias gardent en effet toutes leurs chances. Mais avec 10 jours restants d'évaluation, la route est encore longue. Côté sport, l'actualité dans les Yvelines, c'est l'Alstom Open de France. Les meilleurs mondiaux de golf se disputent ce trophée sur le parcours de l'Albatros. Lors du premier tour, l'Américain Kevin Stadler a pris la tête devant le vainqueur de 2012. Quant au premier Français, il est déjà loin derrière. La compétition se déroule jusqu'à dimanche soir. Et en marge de la compétition, Thierry Braillard, secrétaire d'État au sport, est venu sur le parcours de l'Open rencontrer les sportifs et surtout rappeler le soutien de l'État en vue de l'organisation de la Ryder Cup sur ce site. La compétition qui oppose les meilleurs golfeurs européens aux meilleurs américains se déroulera en 2018 à Saint-Quentin en Yvelines. Olivier Maniscalco. Premier jour de compétition à l'Open de France sur le golf national de Saint-Quentin en Yvelines. Pour ce tournoi majeur sur le circuit européen, les élus locaux et français ont fait le déplacement. Notamment Thierry Braillard, secrétaire d'État chargé des sports, qui peut compter sur Jean Van de Velde, ancien pro et directeur du tournoi, pour lui expliquer l'effet rétro de la balle de golf. Quel est le geste pour que la balle, une fois qu'elle atterrit, reparte en arrière? Il la prend, il la coince entre la terre et la face de club. Et comme la face de club, il y a des rainures à l'intérieur, la balle s'écrase sur les rainures, commence à tourner en arrière, ce qu'on appelle le spin. C'est que là, quand elle est en l'air, elle tourne en sens arrière. Elle tourne à reculons. Donc quand elle touche. Elle frappe le sol, elle fait généralement un rebond en avant, et le deuxième rebond, comme elle tourne encore très vite sur elle-même, elle revient. Outre l'Open de France, l'autre sujet de discussion, c'est 2018 et le golf national de Saint-Quentin qui accueillera la célèbre Ryder Cup. Alors forcément, avec la venue du secrétaire d'État, les élus locaux attendent des réponses, notamment sur le financement d'un tel événement. L'engagement de l'État, vous savez, j'ai suivi d'autres opérations, notamment le Vélodrome. Eh bien, il a fallu que chaque fois qu'un nouveau ministre arrivait, retourner dans le bureau du ministre pour que l'État, à nouveau, nous confirme. Donc, moi, je suis comme saint Thomas, je ne crois que ce que je vois, je ne crois que ce que j'entends. Et les engagements des uns, j'espère qu'ils seront respectés par les autres. L'État va soutenir, et soutient déjà, et va soutenir la Ryder Cup. Je crois qu'on ne peut pas avoir plus belle exposition. Et c'est bien, parce que ça accompagnera la politique, que je vous disais, de popularisation. Le golf, aujourd'hui, est quasiment un des sports les plus pratiqués en France. Qui aurait dit ça il y a 20 ans? Et ben, je pense qu'il faut continuer. En attendant la Ryder Cup, les élus ont pu assister au départ mitigé de Victor Dubuisson, numéro 1 français,
qui comptait déjà 4 coups au-dessus du par après 2 trous. Merci de nous avoir suivis. Le journal revient lundi aux mêmes heures. Dernière semaine en direct avec nos invités avant de faire une pause et de se retrouver en septembre. D'ici là, excellent week-end.